conventions. J'ai assisté à l'inauguration somptueuse de la nouvelle succursale de l'entreprise de ma femme, mais dès mon arrivée, tous les regards se sont tournés vers moi, accompagnés de rires moqueurs. L'homme d'une minute au lit est là, a lancé quelqu'un, puis l'amant de ma femme au bureau, Dorian, a appelé la sécurité en disant « Sortez cet impuissant d'ici ». Je suis donc parti, discrètement, annulant tous les paiements, faites Voyages, et retirant mes 70% de parts dans l'entreprise, soit 87 millions d'euros. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé de 56 appels manqués et quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai pénétré dans le hall étincelant de l'inauguration, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement repassé, le cœur battant comme un tambour contre mes côtes. Dans ma main, je tenais une petite boîte soigneusement emballée, un simple gage de fierté et de soutien pour Mira. J'avais contribué à bâtir cette entreprise de toutes pièces, passant mes soirées sur des bilans comptables, lui prêtant la confiance discrète qu'elle affichait sur les couvertures de magazines. Je n'étais pas sur la liste des invités, mais j'avais organisé des propositions surprises, trouvé des investisseurs et même négocié le bail pour cet espace. Ce soir-là devait être son moment, j'étais la surprise. La musique dans la salle s'est éteinte dès que j'ai franchi le seuil, comme si chaque note avait été rembobinée. Un silence a envahi la foule, suivi d'une explosion de rire, comme du verre qui se brise. Ma peau s'est hérissée. Quelqu'un, probablement un nouveau membre de son équipe, a crié. « Regardez qui est là !» L'homme d'une minute au lit. Une vague de rire cruel a suivi cette raillerie. Le cadeau a glissé dans ma main. Je l'ai rattrapé avant que le papier ne se déchire. Mais un tremblement s'est propagé de mes doigts à mes coudes et mes genoux. Je me suis figé, sentant le sang quitter mon visage. Mira se tenait à l'avant de la salle de bal, devant une toile de fond ornée de son nom et du logo de l'entreprise. Son regard m'a effleuré un instant. Blessure, choc, quelque chose d'indéchiffrable. Puis un détournement, comme si je n'existais pas. Ma respiration s'est arrêtée, une lueur de désespoir m'a poussé à parler, à sauver la situation, à exiger du respect, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu ses épaules se crisper. La manière dont elle tenait le micro comme un bouclier, Dorian, son amant du bureau, s'est avancé, un sourire triomphant aux lèvres. Sécurité. Il a dit, assez fort pour que tous entendent, « Sortez cet impuissant d'ici ». L'écho de son ordre m'a frappé au ventre. Je sentais le poids des regards de chaque personne, une centaine de paires d'yeux comme des aiguilles me clouant au sol de marbre poli. À cet instant, j'ai compris à quel point j'avais disparu de son monde. Je n'étais plus un partenaire, un égal, juste une tâche sur sa soirée parfaite. 2 gardes costauds sont apparus à mes côtés, leurs mains fermes sur mes bras, leurs gants plus froids que l'acier. Ils m'ont poussé en avant, loin des murmures et des rires étouffés de la foule, passant devant des tables drapées de blanc et des lustres en cristal. Chaque pas m'éloignait de l'homme que j'avais été, le gardien discret des feuilles de calcul et des cafés de minuit, celui qui avait construit les systèmes de l'entreprise pendant qu'elle cultivait son image de marque. Dans une ironie cruelle, j'ai réalisé que le seul rôle qu'on me laissait désormais était celui de l'étranger invisible. Je n'ai pas résisté. Que pouvais-je dire ? Je suis blessé ? Je t'aime ? Les mots sonnaient creux, comme les applaudissements qui ont salué son discours une fois que j'ai été escorté dehors. J'ai jeté un dernier regard en arrière vers la foule de supporters et d'investisseurs réunis sous les projecteurs doux, leurs expressions allant de l'embarras gêné à la satisfaction jubilatoire. Le visage de Mira brillait sous les feux de la rampe, ses yeux n'ont pas croisé les miens. Je me suis demandé si elle avait répété ce reniement public avec Dorian, orchestrant le timing pour que l'annonce et l'insulte tombent ensemble comme un marteau. Dehors, l'air frais de la nuit m'a réveillé. Sur les marches du lieu, j'ai fait une pause, toujours en costume cravate, le cadeau serré comme une bouée de sauvetage. Les lampadaires projetaient des éclats de lumière sur le trottoir, mais ils n'offraient aucune clarté, seulement une illumination crue du cadeau emballé, désormais symbole de mon échec. J'ai respiré l'air froid, goûtant l'amertume et l'incrédulité. Ma mâchoire me faisait mal d'avoir retenu la réplique que je n'ai jamais prononcée. La honte m'a enveloppé comme un parfum amer. J'ai descendu le trottoir, mes chaussures claquant au rythme de mon cœur. La ville semblait indifférente à mon humiliation, les voitures passaient à toute vitesse. Les couples se promenaient, bras dessus, bras dessous. Les enseignes lumineuses clignotaient pour annoncer des supérettes et des cafés. Chaque pas épluchait une couche de ma retenue jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un écho vide de déception. Je n'avais même pas protesté lorsqu'il m'avait escorté dehors. L'orgueil et le chagrin se disputaient la domination en moi, mais aucun ne pouvait s'échapper. Arrivé au bord du trottoir, j'ai réalisé que je tenais toujours le cadeau. Le papier d'emballage était intact, mais le ruban était tordu et inégal. Je me suis assis sur un muret bas,
glissant jusqu'à m'installer au bord, la boîte reposée sur mes genoux, une petite promesse lumineuse qui semblait désormais dénuée de sens. J'ai fixé la petite branche, les bords nets de la boîte, me demandant si je devais la jeter dans le caniveau ou la conserver comme preuve que je tenais encore à elle. Mon téléphone a vibré dans ma poche de veste, mais pas avec le nom de Mira à l'écran. Juste une série de notifications professionnelles. Des rappels que mes propres dossiers d'entreprise attendèrent mon attention. Un message d'un investisseur a surgi. Félicitations pour le lancement ce soir, Mira, suivi d'un emoji souriant. J'ai laissé le téléphone glisser de ma main, l'écran illuminant l'asphalte avant que l'appareil ne s'arrête. Je ne l'ai pas ramassé. Je suis resté là, silencieux et immobile, sentant le poids de cette phrase cruelle résonner dans mon esprit. L'homme d'une minute, l'insulte brûlait. Mais ce n'était pas seulement une question de sexe, c'était une question de valeur, de pouvoir, mais surtout d'amour. Il m'avait dépouillé de ma dignité devant tous ceux qui comptaient d'un pour elle. J'ai fermé les yeux et senti la douleur du rejet se glisser entre mes côtes, s'installant comme un éclat de verre. Je n'étais pas encore en colère. J'étais trop abasourdi. J'ai soulevé le cadeau et l'ai tenu contre ma poitrine, comme s'il pouvait me protéger de la vérité. Dans son nouveau monde flambant neuf, je n'avais plus ma place. Je me suis affaissé sur le banc, froid, devant l'inauguration éclatante de la succursale, le cadeau soigneusement emballé, reposant toujours sur mes genoux, comme une promesse fragile que je ne pouvais tenir. Les réverbères déversaient des flaques d'ambre sur le trottoir, projetant des ombres longues et vacillantes, comme des fantômes de chaque souvenir que j'avais construit avec Mira. Mes épaules se sont affaissées, et le poids de cette petite boîte semblait plus lourd que toutes les charges que j'avais portées pour l'entreprise. J'ai suivi le bord du ruban du bout du doigt, imaginant comment elle aurait pu le dénouer, ouvrir le papier et découvrir le bracelet délicat à l'intérieur. Un simple lien d'argent gravé de ses initiales. Au lieu de cela, j'étais seul. L'air nocturne frais contre ma peau, écoutant le silence d'un téléphone qui aurait dû vibrer avec ses excuses. Mon téléphone a vibré, mais pas avec son nom. L'écran s'est illuminé d'une série de notifications automatiques, rapports boursiers, rappels de réunion du conseil, email à moitié lu d'investisseurs. Aucun ne portait la chaleur de sa voix ou la familiarité d'un message sincère. J'ai fixé l'espace vide où sa réponse aurait dû être et senti la douleur de la trahison me tordre le ventre. Les rires de l'événement résonnaient encore dans mes oreilles. Durst, triumphant, méprisant, homme impuissant, m'avait-il appelé? Ce n'était pas seulement une moquerie de mon corps. C'était une déclaration que j'étais inutile. Invisible, indigne de la vie que nous avions partagée, cette prise de conscience coupait plus profondément que n'importe quelle insulte que j'aurais pu leur lancer. J'ai fermé les yeux et laissé mon esprit dériver vers les premiers jours, quand Mira et moi formions une équipe unie par une vision et une confiance. Je me souvenais des nuits tardives passées sur des feuilles de calcul, de son rire doux flottant dans le bureau à domicile pendant qu'elle rédigeait des textes publicitaires. Je relisais pendant qu'elle esquissait des logos, lui offrant un encouragement discret quand elle doutait de son propre génie. J'avais financé notre premier bail, obtenu une série d'investissements initiaux, négocié des remises avec les fournisseurs pour ses prototypes. Chaque recoin crucial de cette entreprise portait mes empreintes, bien que le visage public lui appartienne. Dans ses discours, elle vantait les mérites de l'innovation, l'esprit d'entrepreneuriat, sans jamais mentionner l'architecte silencieux en coulisses. Moi, ce n'était pas du ressentiment que je ressentais à cet instant sur le banc, c'était du chagrin. Le chagrin de réaliser que chaque sacrifice que j'avais fait, chaque nuit blanche passée à sécuriser des lignes de crédit, avait été tenu pour acquis. J'imaginais le cadeau non ouvert quelque part dans ce bâtiment, négligé sur un tissu de satin ou un bureau en acajou. Tandis qu'elle se prélassait sous les applaudissements sur sa scène, la colère vacillait à la périphérie de mes pensées, mais elle était froide et distante. Ce qui réchauffait ma poitrine était la détermination. Je ne pouvais pas la forcer à ouvrir cette boîte, mais je pouvais ouvrir un nouveau chapitre pour moi. Un chapitre où ma valeur ne dépendait pas de la validation de quelqu'un d'autre. J'ai expiré, et un nuage de vapeur s'est envolé dans la nuit. J'ai pressé le cadeau contre mon cœur, refermant mes doigts autour, sentant sa solidité rassurante. Le ruban a glissé entre mes doigts lorsque je l'ai dénoué, le papier scintillant argenté sous la lumière des lampadaires. Mon premier réflexe a été de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour reprendre le moment que j'avais perdu, mais je me suis arrêté, levant les yeux vers la façade sombre du bâtiment à travers les parois de verre, un endroit que je ne pouvais plus appeler chez moi. Le cadeau était à elle de l'ouvrir, pas à moi de la forcer. D'un geste décidé, j'ai rassemblé l'emballage et l'ai jeté par terre. Le froissement du papier ressemblait à une libération, puis j'ai tenu la boîte en l'air un instant, comme pour l'offrir à la nuit, avant de la glisser dans la poche de mon manteau. La promesse qu'elle incarnait était à moi de redéfinir, non plus un témoignage de fierté pour ses accomplissements,
mais un rappel de tout ce que j'étais capable de réaliser seul. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre email, une autre alerte. J'ai parcouru les messages avec un calme délibéré, m'arrêtant uniquement pour supprimer ceux portant le nom de Mira dans des champs de cendres d'aînés. À leur place, j'ai commencé à taper une nouvelle note pour moi-même. Souviens-toi de ta valeur? Tu as construit cela? Les mots sont apparus à l'écran comme un mantra, stable et inébranlable. Je me suis levé et ai épousseté ma veste. Le tissu bleu marine ne me semblait plus une armure contre la honte, mais plutôt un rappel de celui que j'avais été et de celui que je pouvais devenir. Le bourdonnement de la ville s'est adouci dans mon dos alors que je faisais un pas, loin du banc. Mon chemin était devant moi, pas en arrière vers ce bâtiment où les regards moqueurs à l'intérieur. Je sentais le pouls constant de la détermination battre dans mes veines, plus fort que n'importe quelle insulte ou humiliation. En marchant, le cadeau non ouvert niché contre ma poitrine sous ma veste. J'ai réalisé que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'exposition des torts de quelqu'un d'autre, mais dans la récupération de ma dignité à mes propres conditions. Ne plus être le soutien silencieux, je deviendrais l'architecte de mon propre destin. Mira pouvait garder sa scène vide. Je me dirigeais vers un avenir où le respect n'était pas emprunté, il était gagné par l'action et l'intégrité. Au moment où j'ai tourné au coin de la rue plus calme, le cadeau ne me pesait plus, au contraire. Il me rappelait que la gentillesse perdurait au-delà du rejet, que la générosité pouvait couler dans toutes les directions. J'ai rangé mon téléphone, redressé mes épaules contre la brise nocturne et commencé à sculpter un nouveau récit, un où je revendiquerais les applaudissements qui m'avaient toujours légitimement appartenu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec le cadeau toujours dans la poche de mon manteau, un témoignage silencieux de la fierté que je ressentais autrefois. Les réverbères clignotaient alors que je montais les marches de notre porte d'entrée, chaque craquement du vieux bois sous mes pieds, résonnant avec les fractures de ma vie. À l'intérieur, l'appartement était sombre et vide. Sauf pour la lueur froide de l'horizon de la ville à travers les rideaux. J'ai posé le cadeau sur la table basse, puis me suis dirigé vers mon bureau où un dossier discret et bien tenu m'attendait, celui que j'avais minutieusement mis à jour au fil des années. J'ai allumé la lampe et ouvert le dossier à la première page. Une facture imprimée datant de près de 10 ans, le taux de change était griffonné dans la marge et mon écriture marquait les frais de licence que j'avais négociés pour Mira. J'ai suivi les traits de crayon léger, me rappelant comment j'avais offert mes économies pour financer sa vision lorsque aucune banque ne nous prêtait un centime. Ma poitrine s'est serrée au souvenir de la remise de cet acompte, osant à peine espérer que cela deviendrait plus qu'un pari. J'ai feuilleté la pile, confirmation de virement, impression numérique de relevé bancaire montrant des montants à 6 chiffres, virés de mon compte personnel vers le fonds opérationnel de l'entreprise. Email de responsable de gestion de patrimoine louant ma ligne de crédit. 70% du capital venait de moi. Je me souvenais des nuits tardives dans des cafés, comptant les fonds qui s'amenuisaient, calculant si nous pouvions financer une autre série de tests de prototypes. Mira avait été notre visage public, mais j'étais l'échafaudage qui soutenait sa performance. Chaque document que je tirais du dossier racontait une histoire. Il y avait des copies des billets convertibles que j'avais co-signés, des billets à ordre que j'avais rédigés pour sécuriser des prêts à court terme, des feuilles de calcul que j'avais construites pour suivre les taux de combustion. J'ai même trouvé les polices d'assurance que j'avais arrangées pour couvrir la responsabilité des produits, passant des heures à négocier des primes pour que notre start-up fragile ne s'effondre pas sous le contrôle juridique. J'ai feuilleté chaque page, sentant le poids de mes contributions s'accumuler comme des couches de sédiments, chaque feuille un dépôt de ma sueur et de ma foi. Puis j'ai atteint les déclarations fiscales, mon nom apparaissait sur chaque relevé de distribution K1, mon numéro de sécurité sociale entrelacé avec l'EIN de l'entreprise. Je me souvenais de la réunion où j'avais insisté pour que nous nous déclarions comme une S-corporation pour maximiser les efficacités fiscales de sa marque personnelle, les disputes que nous avions eues sur les euros économisés par rapport aux euros gagnés. Mira avait balayé mes préoccupations d'un revers de main, me faisant confiance pour gérer les détails, pendant qu'elle éblouissait les investisseurs sur scène. Maintenant, il me frappait combien j'avais été invisible dans son histoire de succès. J'ai fermé le dossier doucement et ouvert mon ordinateur portable. Une feuille de calcul vierge m'attendait, avec des colonnes intitulées « Date »,« Description »,« Montant »,« Compte »,« Notes ». J'ai commencé à entrer des chiffres, les 225 000 € de la levée de fonds initiale que j'avais financée, les 1 million d'euros de la série A que j'avais initiée après avoir négocié une valorisation que je jugeais juste, le prêt-relais de 450 000 € que j'avais souscrit lorsque les investisseurs hésitaient. À mesure que je tapais chaque ligne, les chiffres formaient un registre de ma dévotion, un registre qui aurait dû mériter le respect, mais qui était devenu une arme pour l'humiliation publique. Un nouveau dossier reposait à côté de moi, son rabat frais et net. Dessus, j'ai imprimé une étiquette en gras. « Final
Le mot sonnait bien sur ma langue, lourde promesse. Je me suis rassuré que ce dossier marquerait un tournant. J'ai versé une autre tasse de café et étalé les impressions de graphiques sur le bureau. Les organisant en pile par année, il y avait une certaine poésie à voir la trajectoire de l'engagement dessiné en graphiques à barres et en diagrammes circulaires, un témoignage visuel de chaque nuit blanche et de chaque centime risqué. Je me suis arrêté et ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme une constellation d'opportunités encore à découvrir. Les reçus et factures étaient de plus que des preuves d'accord de prêt. Ils étaient la preuve de ma capacité à créer, à endurer, à construire. Ils me rappelaient que ma valeur ne se mesurait pas aux applaudissements, mais à l'intégrité de mes actions. Ma gorge s'est serrée de gratitude pour l'expérience, même si elle tremblait sous le coup de la trahison. Avec un soin délibéré, j'ai placé chaque document dans le nouveau dossier, mes doigts effleurant les étiquettes en relief et l'encre imprimée. Lorsque la dernière feuille s'est glissée à l'intérieur, je l'ai refermé d'un coup sec. Il était compact, mais il contenait la somme de mon partenariat dans l'entreprise qui m'avait tourné le dos. J'ai posé le dossier final au-dessus de l'original, comme si j'empilais les anciens chapitres sous cette nouvelle résolution. Je me suis appuyé dans mon fauteuil, serrant le dossier contre ma poitrine. Une lente et sûre sensation de calme m'a envahi. J'ai réalisé que l'humiliation que j'avais endurée pouvait alimenter mon prochain chapitre. Les reçus étaient une arme non pas de vengeance, mais d'affirmation de soi, un rappel que je possédais les compétences, le capital et la ténacité pour recommencer. Le cadeau sur la table basse a attiré mon regard. Je me suis levé et l'ai récupéré, soulevant le ruban pour inspecter la boîte. Pendant un instant, j'ai envisagé de le jeter de côté avec colère, mais à la place, je l'ai doucement placé dans le dossier final, comme si je scellais ma gentillesse passée dans le registre de ma résolution future. J'ai éteint la lampe et fermé mon ordinateur portable. Dans le silence de l'appartement, j'entendais mon propre battement de cœur, stable et résolu. Le dossier reposait sur le bureau comme le plan de ma prochaine action. Le contrat tacite avec moi-même pour reprendre l'agence et la dignité. Je me suis éloigné du bureau, jetant un dernier regard. Demain, je commencerai à exécuter la stratégie décrite dans ces pages. Ce soir, cependant, je respirais simplement l'excitation tranquille du but, sachant que mon silence parlerait plus fort que n'importe quel cri. Cette nuit-là, je me suis assis seul à mon bureau à domicile, la lueur de plusieurs écrans éclairant mon visage comme s'il mettait en lumière une scène que j'avais reconquise. Le silence régnait dans l'appartement, seulement interrompu par le bourdonnement rythmique des ventilateurs de l'ordinateur et le clic doux de mon clavier. J'ai ouvert le fichier de crédentials sécurisé que j'avais maintenu depuis la création de l'entreprise, des identifiants pour les portails financiers, les plateformes de gestion de fournisseurs, les sites de réservation de voyage, même le nœud blockchain privé où résidait un contrôle d'équité. Mon cœur battait, chaque pulsation résonnant d'un mélange de trépidation et de résolution d'acier. C'était mon moment d'agir, de traduire ma fureur silencieuse en étape décisive qui démantèlerait l'empire construit sur mon sacrifice. D'abord, j'ai navigué vers les comptes des hôtels. La retraite exécutive à Chamonix, prévue pour le mois prochain, était déjà entièrement réservée, chalet de luxe. Accès direct aux pistes, salle de conférence donnant sur des pins enneigés. J'ai parcouru les détails de l'itinéraire et sélectionné, annulé la réservation. Une cascade de messages automatisés a confirmé mon autorité. Le système a affiché un avis d'excuse poli, promettant des remboursements complets. J'ai laissé échapper un petit souffle. Goûtant l'amertume de la riposte mêlée à la douceur de la justice, plus jamais ils ne portèrent de toast au champagne en mon nom tout en se moquant de l'homme qui finançait chaque réservation. Ensuite, je me suis tourné vers les contrats des fournisseurs. J'ai accédé au portail d'approvisionnement et localisé la rénovation du salon exécutif à leur siège principal, sols en marbre, armoire sur mesure, un bureau de réception sculptural. J'ai marqué le contrat, résilié, puis envoyé l'avis officiel. Au même moment, j'ai annulé 3 contrats de traiteurs pour les dîners de gala, stoppé les autorisations de paiement pour les envois de produits de marque et retiré notre engagement pour un contrat de service audiovisuel de 5 ans. Chaque annulation déclenchait un email, des notifications laconiques qui ne connaissaient pas toute l'histoire. J'imaginais la panique qui se propagerait dans son équipe lorsqu'ils réaliseraient que leurs événements soignés et leurs services de luxe avaient été retirés, ne laissant que des murs nus et des chariots vides. Avec les réductions opérationnelles en cours, je suis passé au droit des actionnaires. J'ai ouvert le tableau de bord de gestion des capitaux propres, où le tableau de capitalisation brillait avec la répartition des parts. Mira possédait une part importante, Dorian une plus petite, et moi le plus gros bloc. J'ai activé la fonction de gel d'urgence, une fonctionnalité que j'avais insisté pour inclure lors de la fondation de l'entreprise, précisément pour des moments comme celui-ci. Instantanément,
Le fonds de financement de 87 millions d'euros sous mon contrôle a été bloqué. Toutes les distributions de fonds en attente ont été stoppées. Les dépôts de capital risque sont restés en attente. Une boîte de dialogue de confirmation est apparue. Fonds bloqués avec succès. J'ai fixé ces mots, ressentant l'excitation du pouvoir me traverser comme si j'avais actionné le levier d'une porte de coffre-fort géante. Je me suis appuyé dans mon fauteuil, les doigts effleurant le métal froid de ma lampe de bureau. Mon reflet dans la fenêtre sombre semblait différent. Les yeux plus concentrés, les épaules moins accablées par le doute. J'ai pensé à la réunion du conseil d'administration à l'aube. Quand la nouvelle du gel se répandrait comme une traînée de poudre, j'imaginais le visage de Mira lorsqu'elle réaliserait que le capital qu'elle vantait dans les communiqués de presse était désormais inaccessible. J'imaginais la bravade de Dorian s'effacer lorsqu'il verrait ses propres comptes de rémunération et de dépenses suspendus. J'avais été invisible trop longtemps. Maintenant, je serais indéniable, toujours dans l'éclat de ma victoire. J'ai rédigé une notification concise au conseil, signée de ma signature numérique officielle, à effet immédiat. Conformément à l'article 7, 3 de l'accord des actionnaires, j'exerce mon droit de geler le fonds désigné. Plus de détails disponibles sur demande. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas élaboré. Les mots suffisaient. Tout membre du conseil digne de ce nom saurait ce qui suivrait. Appel d'urgence, réunion de crise, réputation en jeu. J'ai sauvegardé l'email comme brouillon. Je l'enverrai au lever du soleil. Pour coïncider avec l'ouverture des affaires à Paris, j'ai fermé les onglets de voyage et d'approvisionnement et rouvert le portail financier principal de l'entreprise. J'ai examiné les états de flux de trésorerie, les lignes de crédit autrefois tirées au nom légal de Mira, les soldes réservés pour les campagnes marketing, les calendriers de paiement pour les partenariats d'influenceurs, tous maintenant en attente d'autorisation d'un gel froid et inflexible. J'ai imprimé un résumé pour mon avocat. Prévoyant de le livrer dès le matin, mon avocat attendait dans l'ombre, prêt à conseiller si je choisissais de faire valoir mes droits. Maintenant, grâce aux miettes numériques que j'avais laissées, le chemin était clair. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis permis une longue expiration, me penchant si loin en arrière que le fauteuil a grincé en signe de protestation. L'appartement semblait plus chaud, plus à moi. L'air portait l'odeur légère de mon café. Maintenant froid, je me suis levé. J'ai étiré mes bras au-dessus de ma tête et senti la tension s'évacuer de ma colonne vertébrale. À cet instant, j'ai reconnu l'ampleur de ce que j'avais fait, pris le contrôle, affirmé ma part et envoyé un message que le silence, oui, mon silence caractéristique, pouvait être plus fort que n'importe quel tollé public. À l'extrémité de mon bureau reposait le dossier final de la veille, contenant chaque facture et virement que j'avais jamais effectué. J'ai tendu la main, posé une main sur sa couverture texturée et l'ai tapoté doucement. Il semblait solide. Comme la fondation sous mes pieds, j'avancerai avec ce document comme armure et plan. Avant de quitter le bureau, j'ai récupéré mon téléphone et composé un bref texto à Marla, l'assistante de Mira. « Matine, toi et moi devons parler. Je n'ai pas élaboré. » Elle sentirait la gravité, puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Me dirigeant vers la chambre, en rampant sous les draps, la fatigue m'a envahi par vagues lourdes. Pourtant, sous l'épuisement, l'excitation scintillait. J'avais perturbé leur monde au cœur même, j'avais repris l'agence sur ma propre vie et mes finances. Demain apporterait le chaos pour eux, mais pour moi, une aube calme d'autonomie. Je me suis endormi avec le bourdonnement de la ville dehors, ma fenêtre, une berceuse pour accompagner un homme non plié, non brisé, et prêt à forger son propre destin. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, peignant des rayures dorées douces sur les draps froissés. Pendant un moment, je suis resté immobile, écoutant le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas et le clic léger d'une porte dans le couloir. Mon téléphone reposait silencieux sur la table de chevet, mais je savais déjà ce qui m'attendait, une avalanche d'appels manqués et de messages qui briseraient le calme précaire que je m'étais taillé. J'ai renforcé ma détermination et me suis assis, balançant mes jambes sur le bord du lit. Ma veste de costume était suspendue sur une chaise à côté du bureau. Je l'ai enfilée, le tissu bien ajusté contre mes épaules, et j'ai tapoté la poche intérieure où je gardais une copie de la notification au conseil. Désormais, tout se passerait selon mes termes. J'ai attrapé le téléphone, 56 appels manqués me fixaient, une rétrospective du chaos que j'avais déclenché. Mira, Dorian, Marla, mon avocat, et même une poignée de numéros que je ne reconnaissais pas. Nom après nom exigeait des explications. Une série de messages vocaux s'étendait plus longtemps que je ne voulais écouter. Des excuses suppliantes, des questions balbutiées, des promesses frénétiques. J'ai laissé l'écran s'arrêter sur la liste des messages vocaux et j'ai tapé « supprimer ». Chaque pression semblait un pas de plus loin de l'homme qu'il pensait de pouvoir briser. Je suis revenu à la liste des messages et ai commencé à supprimer des textos,
des emails d'investisseurs réclamant des téléconférences, des notifications push de plateformes de gestion de projets signalant des alertes urgentes, des pings de médias sociaux de collègues tagués dans des fils de crise. Je n'avais pas l'intention de me cacher. J'avais l'intention de choisir mon moment pour répondre. Pour l'instant, le silence restait ma déclaration la plus forte. Je me suis levé et me suis dirigé vers le minibar. Le tapis moelleux murmurait sous mes pieds alors que je versais un verre d'eau et prenais une grande gorgée. Dans mon reflet dans le miroir, cerne sous les yeux, expression calme mais aiguisée comme celle d'un faucon. J'ai senti quelque chose changer en moi. La majorité sans visage de ma vie s'était réduite à des supplications paniquées. Maintenant, le monde se plierait pour affronter les conséquences de sa propre arrogance. Juste à ce moment-là, le nom de mon avocate est apparu. J'ai répondu « Ils l'ont vu ?» et j'ai dit « La voix stable. Fonds gelé. Retraite à Chamonix annulée. Rénovation du salon terminée. Qui est le suivant ?» Il a inspiré brusquement. Le conseil convoque une réunion d'urgence à 9 heures. Mira organise une session spéciale des investisseurs cet après-midi. Ils s'agitent pour trouver de la liquidité. J'ai laissé le silence s'étirer. Bien. Quelques minutes plus tard, un autre appel est arrivé de Marla. Elle n'avait jamais semblé aussi hésitante. « Ça va ?» a-t-elle demandé, la voix craquant. Tout le monde est en panique. « Je vais bien ?» ai-je répondu. « Retrouve-moi dans le hall dans 30 minutes. » Elle a hésité. « Que veux-tu » Des réponses. J'ai raccroché sans un mot de plus. J'ai pris une douche rapide, l'eau chaude lavant les résidus des nuits blanches plus efficacement que n'importe quel shampoing. Dans le miroir, j'ai étudié mon visage. Marqué par la détermination, lorsque je suis entré dans le hall, je portais non seulement un costume, mais l'armure de la conviction. Marla m'attendait près du comptoir d'accueil, les yeux bordés de rouge, le maquillage légèrement effacé par endroits. Elle s'est redressée en me voyant, les lèvres s'entr'ouvrant dans une question silencieuse. J'ai offert un petit hochement de tête et l'ai guidée vers le coin salon. Des fauteuils moelleux faisaient de face à une table basse jonchée de magazines d'affaires. Je me suis assis. Elle s'est perchée au bord du fauteuil en face de moi, les mains se tordant sur ses genoux. « Marla, ai-je commencé ?» La voix basse mais claire. « Pourquoi n'as-tu pas pris ma défense ?» Quand Dorian a ordonné à la sécurité de me sortir, tu as laissé faire. Son regard est tombé. « Je suis désolé. J'ai eu l'impression d'être impuissante. Dorian a menacé de me virer si je faisais quoi que ce soit. » Mira a aggravé les choses en ne disant rien. « Tu n'as rien fait ?» Je me suis penché en avant. Tu as vu son regard. Tu as vu la destruction de tout ce que j'ai construit. Tu es restée silencieuse. Ses yeux ont croisé les miens, brillants de larmes. Je sais, j'avais peur, mais j'ai peur maintenant aussi. Le conseil est en ébullition. Les investisseurs menacent de se retirer. Dorian ne connaît rien aux chiffres. Il n'a jamais su. Et Mira, elle a perdu le contrôle. Une lente satisfaction s'est répandue en moi. Bien, elle a cligné des yeux. Que vas-tu faire ? J'ai fermé les yeux, imaginant les résumés des feuilles de calcul dans le dossier final, les factures, les virements, la preuve de mes propres mains que j'avais été l'épine dorsale de l'entreprise. Nous allons créer un prêt-relais, ai-je dit. J'autoriserai une facilité intérimaire de 18 millions d'euros pour les maintenir à flot, jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau financement. Mais il y a des conditions. Les épaules de Marla se sont crispées. Quelles conditions ? J'ai ouvert les yeux. Premièrement, Mira quitte son poste de PDG. Elle peut prendre un rôle consultatif, mais sans contrôle opérationnel. Deuxièmement, le contrat de Dorian est résilié. Il partira avec une indemnité négociée. Troisièmement, la composition du conseil change. J'obtiens 2 sièges, y compris celui de président du comité d'audit. Et quatrièmement, nous faisons appel à un contrôleur financier indépendant, sans lien avec l'ancien régime. Elle a haleté. C'est drastique, c'est nécessaire, ai-je dit. Ils m'ont humilié publiquement. Ils ont effacé mes contributions. Ils ne peuvent pas être dignes de confiance avec mon argent à moins d'accepter ces termes. Des larmes ont glissé sur ses joues. Je leur dirai, je me suis levé et lui ai tendu la main. « Merci, Marla, tu fais ce qu'il faut. » Elle a hoché la tête, acceptant ma main. « J'ai toujours cru en toi, » a-t-elle murmuré. Je ne savais simplement pas comment le montrer. À cet instant, la compassion a adouci les bords tranchants de ma résolution. J'ai serré sa main. « Alors montre-le maintenant. » Elle s'est levée et a marché vers le comptoir d'accueil, les épaules redressées. Je l'ai regardé partir, puis me suis tourné vers les fenêtres donnant sur la rue. La ville continuait, ignorant les dynamiques de pouvoir changeantes dans cet hôtel. Bientôt, chaque exécutif dans ce bâtiment lirait mes conditions, se démènerait pour préserver leur propre position. Je suis retourné dans ma chambre et ai versé un autre verre d'eau. Le téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un message de mon avocat, projet d'accord en pièces jointes. Signé et renvoyé au conseil, j'ai parcouru le document. Les lignes de texte exposaient mes conditions.
Mes exigences, mes assertions d'autorité légitime. J'ai signé dans le bloc de signature avec un geste assuré, puis j'ai pris une profonde inspiration, sentant la promesse de renouveau dans chaque cellule. Dehors, le soleil matinal montait plus haut, chassant les ombres, j'avais initié les retombées. Maintenant, je superviserais le règlement, l'équilibre des pouvoirs s'était déplacé, et personne ne confondrait plus mon silence avec une reddition. J'ai fini mon eau, rangé le téléphone et l'accord signé, et me suis dirigé vers la porte. Aujourd'hui, ils négocieraient avec l'homme qu'ils ont essayé d'humilier. Aujourd'hui, je récupérais non seulement mon argent, mais ma dignité et mon avenir. Et en ouvrant la porte, et en marchant dans le couloir, je portais avec moi la certitude tranquille que je ne serais plus jamais invisible dans un monde que j'ai contribué à créer. Le coup à la porte est venu juste après le dîner, un bruit sec contre le silence du couloir de l'hôtel. J'étais en train de revoir le dernier brouillon de l'accord de pré-relais, m'assurant que chaque clause protégeait mes intérêts. Lorsque je l'ai entendu, 3 coups délibérés qui résonnaient dans le couloir calme, mon cœur a sauté un battement. Je n'attendais personne d'autre que Marla ou mon avocat pour me chercher si tôt. Quand j'ai ouvert la porte, la lumière dorée du couloir a encadré la silhouette de Mira. Ses cheveux étaient tirés en un chignon lâche, des mèches s'échappant comme des vrilles autour d'un nuage d'orage. Elle ne portait pas de maquillage, et les poches sous ses yeux parlaient de larmes versées bien avant ce moment. A-t-elle commencé, sa voix tremblante, incertaine. Abandonnant l'éloquence composée qu'elle maniait autrefois sur scène, j'ai fait un pas de côté et lui ai fait signe d'entrer dans la pièce. Bien que ma posture reste rigide, elle a franchi le seuil comme si c'était une corde raide. Chaque pas mesuré, incertain. Elle s'est arrêtée au centre, son regard parcourant le décor minimaliste comme si elle s'attendait à des surprises ou des pièges. J'ai fermé la porte derrière elle, la lumière du vestibule l'éclairait doucement. Mettant en relief à la fois sa vulnérabilité et ma détermination, je l'ai regardé déglutir, sa pomme d'Adam tressautant. « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. » A-t-elle dit enfin, la voix faible. L'accusation et l'excuse s'entremêlaient, crues et à demi formées. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai réduit la distance entre nous en 3 enjambées et posé ma mallette sur le canapé. Elle a atterri avec un bruit sourd qui soulignait la gravité de notre nouvelle réalité. Elle a fait un pas en arrière, les yeux écarquillés. « Je suis désolée ?» a-t-elle murmuré. Je ne savais pas comment arrêter ça. Les mots semblaient minces, comme un parapluie dans un ouragan. J'ai croisé les bras, la bouche en une ligne dure. « Tu n'as pas essayé ?» ai-je dit. « Tu les as laissés me traiter comme un étranger dans mon propre mariage. » Ses lèvres ont tremblé. Elle a levé une main comme pour toucher mon bras, puis s'est arrêtée. « J'avais honte ?» a-t-elle admis. Je me sentais impuissante. Dorian, il avait tout le pouvoir. Il rendait tout glamour et excitant quand il a ordonné à la sécurité de te sortir. Je ne pouvais pas bouger. J'ai fermé les yeux, me souvenant de la rougeur de l'embarras à la fête, de la prise froide des gardes, du silence qui a suivi. Ma poitrine me faisait mal de l'ancienne blessure. La honte n'a de pouvoir que si tu la laisses rester en toi. Ai-je dit, tu as caché ta honte derrière mon silence? Elle a hoché la tête, des larmes glissant sur ses joues. J'étais dépendante de toi? A-t-elle confessé? J'ai construit ma marque sur ton travail. J'ai utilisé ton argent, ton expertise, ton nom, et puis j'avais peur de tout perdre si je parlais. Le silence s'est étiré entre nous, tendu comme un arc bandé. Je l'ai étudié, chaque frémissement de ses lèvres, chaque scintillement dans ses yeux, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vue aussi exposée. La persona publique s'était effondrée, révélant la femme en dessous, imparfaite, pleine de regrets, désespérée de rédemption. Pourtant, même dans sa vulnérabilité, je ne trouvais aucun réconfort. « Je t'ai effacé ?» a-t-elle murmuré, la voix à peine audible. J'ai effacé l'homme qui soutenait mon monde. J'ai expiré, laissant la tension s'évacuer de mes épaules. Tu m'as effacé devant tous ceux qui comptaient. Pour moi, ai-je répondu. Ça coupe plus profondément que n'importe quel gel de compte d'entreprise. Son regard est tombé sur le tapis. Elle semblait se rétrécir dans l'espace, comme si elle souhaitait disparaître. Puis elle a relevé la tête, la détermination s'allumant dans ses yeux. « Je veux réparer ça ?» a-t-elle dit, la voix plus ferme. « Je signerai ton accord, je me retirerai, je ferai tout ce qu'il faut. » Mon esprit a repassé les clauses que j'avais rédigées. Calendrier de remboursement, siège au conseil, indemnité pour Dorian, sa démission, tout ce que j'avais exigé pour protéger mon argent et ma dignité. J'ai envisagé de lui dire qu'il y avait plus, une excuse qui allait au-delà des documents légaux, une admission que la confiance prendrait du temps à reconstruire, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé ces mots planer dans l'air comme une offrande. J'apprécie cela, ai-je dit doucement, mais il ne s'agit pas seulement de signer des papiers. J'ai croisé les bras à nouveau. Bien que la rigidité dans ma poitrine se soit légèrement adoucie, il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé. Ici,
J'ai posé une main sur mon cœur, puis l'ai laissé reposer à mes côtés. Tu dois comprendre les conséquences de tes choix, pas seulement les retombées financières. Les larmes ont de nouveau jailli. Elle a fait un pas hésitant en avant. Je comprends, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Je t'ai perdu, j'ai perdu tout ce qui comptait, et sa voix s'est brisée. Mais elle a continué, je vivrai avec ça. Je l'ai regardée inspirée, comme si elle puisait du courage dans la pièce silencieuse. À cet instant, j'ai reconnu la partie la plus difficile, la clémence. La justice avait été rendue en gelant les fonds et en restructurant le conseil, mais la clémence viendrait de reconnaître la vérité entre nous et de décider s'il fallait construire quelque chose de nouveau ou laisser les ruines derrière. J'ai soupiré. Le son doux et chargé. J'enverrai l'accord révisé demain, ai-je dit. Il inclura une clause concernant une déclaration publique, quelque chose pour reconnaître la vérité de ce qui s'est passé. Afin que le monde puisse voir au-delà des gros titres, elle a hoché la tête, la détermination tempérée par l'humilité. Je le ferai, a-t-elle promis. Nous sommes restés en silence à nouveau, deux figures dans une pièce calme. Séparées par une confiance brisée, et peut-être commençant à se réparer, j'ai réalisé alors que c'était plus qu'une négociation de millions et de sièges au Conseil, c'était le règlement de compte d'une relation construite sur des dettes tacites et des sacrifices silencieux. Elle a pressé ses doigts ensemble, des larmes scintillant dans ses yeux. « Je suis désolée » a-t-elle dit à nouveau, plus doucement cette fois. Pour tout, j'ai pris une respiration mesurée, le poids de ma colère et la piqûre de ses excuses s'installant dans un équilibre fragile. « Je sais » ai-je répondu. « Maintenant, voyons ce qui vient ensuite. » Elle m'a offert un petit sourire hésitant, un geste qui ressemblait à la première lueur de l'aube après une longue nuit. Je l'ai retourné avec un hochement de tête, puis, sans un mot de plus, je me suis tourné vers le bureau où le dossier étiqueté « Final » attendait, et elle m'a suivi, ensemble. Nous nous tenions au bord d'un avenir incertain, un avenir que nous devrions tracer sans le filet de sécurité du silence. Lorsque je suis retourné dans les bureaux de l'entreprise le lendemain matin, le bourdonnement familier des imprimantes et des téléphones sonnants avait été remplacé par un silence inquiet. Le sol de marbre poli du hall reflétait une scène d'abandon discret. La moitié des chaises de la réception étaient vides et les vitrines qui contenaient autrefois des prototypes de produits étincelants étaient vides ou poussiéreuses. Je portais ma mallette dans une main et le dossier final dans l'autre, chaque pas résonnant contre les murs d'une manière qui soulignait à quel point le paysage avait changé. Mon arrivée a suscité des regards de quelques membres du personnel restant, leurs expressions oscillant entre soulagement et appréhension. J'ai hoché la tête une fois, reconnaissant la tension qui planait sur l'endroit comme un rideau épais. À l'étage, j'ai trouvé Marla assise à son bureau, tapant des doigts contre la surface en acajou. Quand nos yeux se sont croisés, le soulagement a inondé ses traits. Elle s'est levée, serrant une seule feuille de papier. « Il est là » a-t-elle dit doucement, hochant la tête vers la salle de réunion aux parois de verre. « Dorian attend, les autres sont dans la pièce d'à côté. » Je l'ai remercié et suis entré dans la salle de réunion, où un cercle de chaises inconfortables faisait face à une grande table de conférence. Mira était assise à la tête, paraissant petite dans un blazer surdimensionné, ses cheveux tirés dans le même chignon qu'elle portait à l'hôtel. Dorian se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, mais son sourire habituel avait disparu. Il semblait vidé, comme s'il savait que sa position était intenable. Une poignée de cadres se regroupaient dans un coin éloigné, chuchotant avec des sourcils froncés. Les investisseurs s'attardaient près de la porte, m'observant comme des prédateurs évaluant s'ils devaient me frapper. J'ai posé le dossier final sur la table, son poids un rappel silencieux de chaque investissement que j'avais fait et de chaque sacrifice que j'avais enduré. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et projeté le résumé que j'avais préparé. Une ventilation concise des contributions de capital, un calendrier des annulations et les termes de l'accord de pré-relais. La diapositive détaillant la résiliation de Dorian est restée à l'écran le plus longtemps, le texte net contre le fond blanc. J'ai levé les yeux vers lui, sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a rien dit. Mira s'est éclairci la gorge, la voix vacillante. « Nous avons examiné votre proposition », a-t-elle commencé, « et nous sommes prêts à nous conformer. » Un murmure de surprise a parcouru la pièce. Personne ne s'attendait à ce qu'elle cède si complètement. Elle m'a regardé, les yeux implorant le pardon. Je me retire de mon poste de PDG avec effet immédiat, je signerai l'accord de remboursement en totalité. Avec le bonus que vous avez spécifié, le contrat de Dorian sera résilié avec l'indemnité convenue. J'accepte vos sièges au conseil et au comité d'audit. Et je comprends que vous nommerez un contrôleur financier indépendant. Pendant qu'elle parlait, j'observais chaque réaction. Le soulagement adoucissait certains visages, tandis que d'autres se figeaient d'indignation. Les investisseurs griffonnèrent des notes. Le conseiller juridique s'est penché pour murmurer avec Marla. Les épaules de Dorian se sont affaissées.
Son regard tombant au sol, j'ai ressenti une vague de vindicte, mais aussi une lueur de quelque chose d'inattendu. Du chagrin pour le chemin ruineux que nous avions pris. Quand elle a fini, je me suis levé et ai fermé mon ordinateur portable. Merci, ai-je dit simplement. J'ai fait une pause, laissant mon regard balayer la pièce. Il ne s'agit pas seulement de restaurer les opérations, il s'agit de reconnaître la responsabilité pour l'humiliation que j'ai endurée, pour la structure que j'ai fournie, pour la confiance qui a été brisée. J'ai croisé les yeux de Mira. Ton excuse est enregistrée et tes actions l'honoreront. Un membre du conseil s'est éclairci la gorge. Quel est votre plan à l'avenir? A-t-il demandé, la voix prudente. J'ai ouvert le dossier final et lui ai tendu une feuille de route imprimée, 3 pages décrivant le calendrier de restructuration, les jalons pour la collecte de fonds et les critères de performance exécutive. Nous stabiliserons la liquidité grâce au prêt-relais, puis poursuivrons une série B avec de nouveaux investisseurs alignés sur notre vision. Ai-je expliqué? Nous rationaliserons les opérations, réduirons les frais généraux et reconstruirons le moral du personnel grâce à un leadership transparent. Le contrôleur indépendant auditera les dépenses par an passées et recommandera les meilleures pratiques. Des questions ont suivi sur les revenus projetés, les budgets marketing, les feuilles de route des produits. Mais j'ai répondu à chacune avec clarté, m'appuyant sur la connaissance approfondie que j'avais accumulée au fil des années de gestion silencieuse. À chaque réponse, je sentais le coussin du respect croître sous moi. C'était loin du moment où j'avais été escorté par la sécurité. Maintenant, je commandais la pièce. Lorsque la réunion s'est ajournée, Mira s'est approchée de moi alors que les autres se dispersaient vers leur bureau. Elle m'a offert une petite enveloppe. « C'est une lettre ?» a-t-elle dit doucement. J'ai demandé à Marla de te la donner. J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une seule feuille de parchemin épais. Son écriture était en boucle précise, l'encre encore humide d'intention. J'ai lu « Tu étais le cadre de chaque photo ?» Je les ai accrochés et j'ai oublié qu'ils les tenaient ensemble. « Je suis désolé de t'avoir laissé devenir invisible. » J'ai senti les mots s'installer dans ma poitrine comme une braise chaude. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans la poche de ma veste. Les yeux de Mira brillaient. « Je sais que ça ne répare pas tout », a-t-elle murmuré. « Mais c'est la vérité. » J'ai hoché la tête. Un échange silencieux passant entre nous, puis je me suis tourné vers la porte, dossier en main. Les investisseurs et les cadres s'arrêtaient pour offrir des poignées de main hésitantes et des hochements de tête polis. J'ai accepté chaque salutation avec un sourire calme, sentant le poids de mon isolement s'alléger à chaque introduction. En passant devant Dorian, je lui ai tendu la main, ses yeux se sont levés, croisant les miens. Pendant un instant, j'ai vu du regret dans ses profondeurs sombres. Il a pris ma main, et notre poignée était brève mais honnête. « Merci » a-t-il articulé sans son. Dehors de la salle de réunion, j'ai inspiré profondément, l'air recyclé du bureau ayant un goût plus doux maintenant que nous avions confronté le passé. Les couloirs semblaient vivants à nouveau, comme si l'entreprise avait expiré après un long cauchemar. Les membres du personnel réapparaissaient des coins, certains offrant des sourires timides, d'autres hochant la tête avec respect. Marla a croisé mon regard et m'a fait un petit pouce levé. Sa loyauté avait perduré à travers la peur, et maintenant, elle brillait dans sa confiance discrète. Je me suis arrêté au comptoir de réception et ai regardé l'affichage des prototypes. Une nouvelle ligne de technologie portable bourdonnant de potentiel. À cet instant, j'ai réalisé que le véritable règlement de compte n'était pas simplement l'argent que j'avais récupéré ou les sièges au conseil que j'avais obtenus. C'était la restauration de l'intégrité. Nous avions retiré la façade et découvert qu'en dessous se trouvait le but et la promesse. J'ai redressé ma veste et continué dans le couloir vers mon ancien bureau, le dossier final pressé contre mon flanc, comme une boussole guidant mon chemin. Je savais que la route à venir serait difficile, remplie de négociations et de délais, et des échos occasionnels de trahisons passées, mais je savais aussi que, pour la première fois depuis longtemps, je dirigeais le navire plutôt que de suivre dans son sillage, et lorsque les portes du bureau se sont refermées derrière moi, j'ai ressenti le triomphe discret d'un homme récupéré, plus un soutien oublié, mais un architecte visible de son propre destin. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé au seuil du modeste bureau de Solweave, une vitrine convertie avec des murs de briques peints en neutre chaud, des guirlandes lumineuses au-dessus et une simple enseigne déclarant « Solweave ». Tissant des solutions ensemble, c'était loin des halls de marbre et des tours de verre que j'avais laissés derrière. Mais quelque chose dans sa simplicité m'appelait. Je portais une enveloppe Kraft sous le bras. À l'intérieur, l'accord d'investissement que j'avais conçu pour donner à cette petite start-up la piste dont elle avait besoin. Je suis entré. Le sifflement doux de la porte annonçant mon arrivée, une femme a levé les yeux d'un amas de fer à souder et de circuits imprimés sur un établi. Elle s'est arrêtée, les yeux s'écarquillant de reconnaissance. « C'est... » a-t-elle commencé, la voix s'étranglant. « C'est bien toi !»
Tu es le gars de Nexora. Non. Celui qu'ils ont humilié? J'ai offert un petit sourire. C'est moi. J'ai tendu l'enveloppe. J'aimerais investir. Elle a cligné des yeux, une incertitude vacillant sur ses traits avant de fondre en gratitude. Je ne sais pas quoi dire. J'ai fait un geste vers la chaise derrière moi. Assieds-toi. Dis-moi où tu as besoin de soutien. Elle s'est glissée dans le siège, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Je suis Ava, a-t-elle dit, la voix douce mais ferme. Je travaille sur la synthèse de fibres durables, des polymères à base de plantes imitant la soie d'araignée. J'ai présenté ça à Mira et son équipe il y a des années. Ils ont ri, disant que ça ne correspondait pas à leur récit de marque. J'ai continué seul, bricolant l'équipement, apprenant la modélisation structurelle les soirs et les week-ends. J'ai hoché la tête. La persévérance paie. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Cela couvrira tes 18 prochains mois de R&D, les mises à niveau d'équipement et la fabrication pilote. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu me donnes tout ce que j'ai demandé il y a des années. Je te donne ce que tu as mérité, ai-je dit. Ton idée avait du potentiel. Je regrette de ne pas l'avoir soutenue avant. Ava a expiré. Le soulagement évident dans ses épaules affaissées. Elle a ouvert l'enveloppe et a parcouru l'accord. Des termes équitables, sans clause cachée, des taux d'intérêt conçus pour favoriser la croissance plutôt que pour extraire du profit. Lorsqu'elle a levé les yeux, son sourire a illuminé la pièce plus fort que les lumières au-dessus. « Merci », a-t-elle dit simplement. Je me suis appuyé en arrière, la regardant déplier les possibilités devant elle. « J'aimerais être un partenaire silencieux », ai-je ajouté. « Je conseillerais quand nécessaire, mais c'est ta vision. » Elle a hoché la tête, la conviction brillant dans ses yeux. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Pendant l'heure suivante, nous avons discuté boutique, matrice polymère, défi de la chaîne d'approvisionnement, objectif de l'eau pilote. Elle m'a montré des prototypes, des fils fins qui scintillaient au soleil de l'après-midi, assez solides pour supporter du poids mais doux au toucher. J'ai tenu un fil entre mes doigts, sentant la résistance qu'elle avait tirée de matière végétale modeste. C'était remarquable. Quand notre réunion s'est terminée, Ava m'a raccompagné à la porte. Elle s'est arrêtée à l'entrée, se retournant. « Ça va ?» a-t-elle demandé, comme pour tester si j'appartenais à ce monde de start-ups et d'entrepreneurs audacieux. J'ai regardé autour de son espace de travail, les outils soigneusement rangés, les tableaux blancs couverts de formules, une pile de journaux contenant ses données expérimentales. « Plus que bien », ai-je dit, « je me sens vivant. » Elle a souri. Et j'ai réalisé que c'était le premier sourire sincère que je voyais depuis des semaines. Non entaché par la peur ou l'obligation, né de la gratitude et d'un but partagé, je suis sorti dans la rue, le soleil chaud sur mon dos. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, plus attaché aux ruines de l'ancienne entreprise, mais propulsé vers l'avant par la promesse de quelque chose de nouveau. Au cours des jours suivants, j'ai suivi les progrès de Solweave. Ava envoyait des mises à jour hebdomadaires, images de nouveaux prototypes de réacteurs. Clips vidéo de tests de résistance des fibres, notes sur les dépôts réglementaires, chaque email portait un courant d'excitation, me rappelant l'enthousiasme que je ressentais autrefois en aidant à construire l'entreprise de Mira, mais ainsi, chaque succès était partagé, chaque défi relevé par une résolution collaborative de problèmes plutôt que par des directives motivées par l'ego. Un matin, je suis entré dans le laboratoire d'Ava sans m'annoncer. Elle a levé les yeux du microscope et a souri. « Et toi ?» a-t-elle dit. J'étais sur le point de lancer des tests d'alignement des fibres. « Tu veux voir ?» J'ai hoché la tête avec enthousiasme. Elle m'a invité à un établi où une petite bobine de fibres attendait. Elle l'a passée à travers un tensiomètre numérique et, avec un geste théâtral, a appuyé sur « Démarrer ». L'appareil a bourdonné, mesurant la résistance à la traction alors que la fibre s'étirait. La lecture a grimpé plus haut que les tests précédents. Ava a haussé les sourcils en signe de triomphe. « C'est plus de 2 gigapascals », a-t-elle dit. Plus fort que l'acier, j'ai sifflé doucement. Tu as réussi. Elle m'a regardé, la fierté brillant dans ses yeux. Nous avons réussi. Son utilisation du « nous » a résonné profondément en moi. J'ai réalisé que je n'étais plus le financier isolé ou le mari mis à l'écart. Nous étions des partenaires, des collaborateurs. J'ai souri, ressentant la chaleur d'une véritable camaraderie. Ce soir-là, en rentrant dans mon studio, j'ai réfléchi à combien cela différait de ma vie avec Mira. Pas de salle de conseil, pas de présentation orchestrée, pas d'applaudissements vides. Il n'y avait que du but, du respect mutuel et la satisfaction discrète d'un accomplissement partagé. J'ai sorti mon téléphone et rédigé un texto à Marla, qui était devenue l'une de mes rares confidentes. Investie dans Solweave. Ça semble juste. J'ai appuyé sur envoyer et glissé le téléphone dans ma poche. Les lumières de la ville s'allumaient autour de moi, mais elles ne représentaient plus le glamour creux d'un monde qui m'avait rejeté. Au lieu de cela, chacune était un phare,
Un rappel qu'il y avait des histoires inédites attendant que quelqu'un y croie. Et en me promenant dans le quartier, j'ai compris que je n'échappais pas seulement au monde de Mira. Je tissais un nouveau monde, fil par fil, propulsé par l'intégrité, le respect et la conviction inébranlable que le véritable succès se construit ensemble. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone en entrant dans le café Modeste, l'étui en cuir usé plus chaud contre ma paume que n'importe quel comptoir poli de salle de réunion. Mira était déjà assise à une petite table ronde près de la fenêtre, la lumière matinale captant les éclats dorés dans son café et les traces de larmes encore légères sur ses joues. Je me suis assis en face d'elle, posant la mallette entre nous comme une barrière que je comptais garder solide. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé, le brouhaha des baristas et le sifflement des machines à expresso remplissaient l'espace, mais autour de notre table, tout semblait silencieux, comme si le temps s'était arrêté pour assister à cette rencontre. Mira a tendu la main et croisé ses doigts sur la table, tremblant légèrement. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer ici », a-t-elle dit. La voix plus stable que je ne m'y attendais, j'ai hoché la tête et récupéré les documents juridiques dans ma mallette. Leur page nette décrivant les termes de remboursement pour les 87 millions d'euros que j'avais gelés. L'encre était encore fraîche. Je les ai glissés vers elle, les regardant atterrir avec un léger battement. « Ce sont les termes finaux », ai-je dit. 87 millions d'euros plus un bonus de 10% à rembourser sur les 2 prochaines années, sans intérêt. Tu te retires, abandonnes ton capital et ton contrôle opérationnel, et je reçois le poste de président du conseil. Elle a pris la feuille du dessus et a passé son doigt le long de la ligne de signature. Son regard s'est levé vers moi, croisant mes yeux avec une intensité qui me rappelait les premiers jours où nous partagions un seul ordinateur portable et un seul rêve. « Je comprends ?» a-t-elle murmuré. « Je signerai. » Elle a fait une pause, le stylo suspendu comme un oiseau réticent sur le point de s'envoler. Mais avant, j'ai besoin de dire quelque chose de plus. Je me suis appuyé en arrière, maintenant mon immobilité alors qu'elle prenait une inspiration. « Je ne m'attends pas à ce que ça répare tout », a-t-elle dit, la voix douce mais déterminée. « Je sais que j'ai détruit ta confiance. Et je ne peux pas défaire ça. Mais je veux que tu saches que je vois enfin le coup de mon ambition. J'ai perdu de vue qui tu es et ce que tu m'as donné. J'ai accroché les photos de notre succès au mur et oublié qui construisait le cadre. Ces mots ont atterri dans ma poitrine comme un poing enveloppé de velours. J'ai senti la tension se relâcher légèrement. Bien que je gardais mon expression indéchiffrable, « Ton excuse est notée ?» ai-je dit. « Ce qui compte maintenant, ce sont les actions. Le monde doit connaître la vérité. » Elle a hoché la tête et a glissé les documents de remboursement et de démission vers moi, les signant avec des mouvements contrôlés. Puis, elle a sorti un autre document de son sac, une courte déclaration publique, rédigée selon mes instructions. Elle disait « À notre communauté, je reconnais que j'ai compté sur le soutien indéfectible et les sacrifices infondés de mon mari pour faire avancer cette entreprise. Je m'excuse pour le mal causé par mon silence et mon mauvais traitement. Je me retire pour faire amende honorable et assurer la transparence à l'avenir. » Mira m'a tendu la lettre signée, sa main s'attardant sur le bord de la table. « Vas-tu publier cela demain ?» a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je répondu. « Je publierai à 8 heures du matin, heure de Paris. » Le cliquetis des tasses et le murmure des conversations autour de nous ont repris leur rythme normal et le moment de silence s'est dissipé. Nous avons tous deux regardé par la fenêtre, observant les piétons passer dans la rue, inconscients du changement sismique que notre accord déclencherait. Elle a croisé ses mains à nouveau. « Je ne sais pas qui je suis sans le titre. » a-t-elle confessé, la voix fragile. « Mais je veux apprendre. Je l'ai étudié. » Meurtrie mais résolue, humiliée mais pleine d'espoir. « Alors apprends, » ai-je dit. « Assume la responsabilité, trouve un nouveau but, je retirerai mon soutien pour étendre les opérations dans ta direction et tu pourras forger ton chemin depuis zéro. » Elle a hoché la tête, les larmes montant à nouveau, et a offert un faible sourire. « Merci, » a-t-elle dit, la voix épaisse de gratitude. Je suis resté silencieux, laissant le poids de notre échange s'installer entre nous. L'atmosphère du café semblait plus légère maintenant. Comme si l'honnêteté avait levé un nuage, je me suis levé, rassemblant les papiers signés et ma mallette. En m'éloignant, j'ai entendu Mira appeler mon nom. Je me suis arrêté, me suis retourné, et elle a articulé. « Bonne chance !» J'ai offert un hochement de tête sec et suis sorti dans la lumière du soleil d'un avenir non plus défini par des illusions partagées, mais par la clarté de la vérité et la promesse de nouveaux départs. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement studio le jour où j'ai finalisé les derniers documents de l'entreprise. 3 mètres sur 4, avec une fenêtre donnant sur une cour en briques, l'air semblait différent ici. Plus léger, comme s'il portait de la place pour respirer plutôt que la lourdeur étouffante des politiques de salle de conseil. Il n'y avait pas de réceptionniste à impressionner, pas d'assistant pour chercher du café.
juste des murs vierges, attendant que je laisse ma marque. J'ai apporté une seule boîte en carton contenant l'essentiel, un ordinateur portable, des carnets, mon stylo plume préféré, et le bracelet en argent que j'avais prévu d'offrir à Mira. J'ai posé la boîte sur le parquet, fait une pause, puis l'ai mise de côté sans l'ouvrir. J'ai déballé lentement, rangeant des livres sur une étagère, déroulant mon tapis de yoga, accrochant une poignée d'impressions abstraites que j'avais récupérées dans des marchés opus. Chaque tâche semblait ancrée, un rappel que la vie continuait au-delà des feuilles de calcul et des votes des actionnaires. J'ai fait du café sur une petite plaque chauffante, l'arôme remplissant la pièce de tourbillons réconfortants. En sirotant dans une tasse ébréchée, j'ai regardé par la fenêtre la cour en contrebas, des plantes en pot, des chaises en fer forgé, et un chat errant se faufilant à travers les ombres Benia Sidamra. Cela ressemblait à un véritable foyer. Dans les jours qui ont suivi, je me suis installé dans un nouveau rythme. Les matins commençaient par des étirements et du journaling. Je suivais les victoires et les défis quotidiens, fixant des intentions plutôt que de cocher des listes interminables de tâches. J'ai passé les après-midi à rencontrer des entrepreneurs dans des cafés locaux, offrant du mentorat sur la planification financière et les stratégies de croissance. Leur gratitude était sincère et sans retenue, pas d'intention cachée. Juste des gens s'efforçant de transformer des idées en réalité. Je sentais mon pouce accélérer à chaque « merci » et chaque étincelle d'espoir dans leurs yeux. Un après-midi, j'ai assisté à un atelier sur l'investissement à impact social. L'organisateur m'a présenté à un réseau d'investisseurs axé sur l'énergie propre, le logement social et les startups éducatives. Leurs valeurs correspondaient aux miennes et le profit entrelacé avec le but. J'ai parlé avec passion des polymères durables de Solweave et offert des idées tirées de mes propres expériences. Une femme à l'arrière, son badge indiquant « Naomi » m'a approché après. Elle dirigeait un fonds de capital risque soutenant les fondatrices dans les marchés émergents. « Nous avons besoin de quelqu'un avec votre intégrité », a-t-elle dit, me tendant sa carte. « Parlons. » Ce soir-là, je suis rentré dans mon studio, le cœur empli de possibilités. J'ai préparé du thé et ouvert mon ordinateur portable. Rédigeant un email à Naomi, décrivant des collaborations potentielles, le bracelet en argent reposait sur le bureau à côté de moi, une relique d'un chapitre passé. J'ai tendu la main, touché le métal froid et l'ai glissé dans un tiroir. Certains cadeaux sont mieux conservés pour soi, comme des rappels de leçons apprises plutôt que de promesses non tenues. La nouvelle du bureau vide de Mira m'est parvenue via un bref texto de Marla, avec une photo en pièce jointe. « Ton cadeau est toujours sur son bureau ?» J'ai cliqué sur l'image. Le bureau en acajou sombre brillait sous des lumières douces, la boîte non ouverte positionnée près du centre. Je l'ai regardée, mais l'envie de répondre a disparu. À la place, j'ai tapé une réponse rapide. Pas besoin de répondre. Cette nuit-là, j'ai rêvé de salles de conseil se dissolvant en champs ouverts, de collègues transformés en étudiants curieux et d'un homme libéré des titres. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur stable, et ayant enfilé des chaussures de course. J'ai jogué dans les rues silencieuses, le pouls de la ville un bourdonnement bas sous mes pieds. À mon retour, la sueur refroidissant sur ma peau, j'ai versé de l'eau dans un verre et me suis assis près de la fenêtre. L'appartement semblait vivant de nouvelles possibilités. Au cours des semaines suivantes, j'ai équilibré les sessions de mentorat avec de nouvelles discussions d'investissement. J'écoutais plus que je ne parlais, posant des questions qui aidaient les autres à trouver leurs propres solutions. J'ai appris autant d'eux que je partageais. Chaque connexion renforçait la conviction que le succès ne se mesure pas au gros titre ou au bureau en hauteur, mais dans le matin, une enveloppe est arrivée à ma porte, une lettre de Mira. Ma main a hésité avant que je l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à en-tête, le même papier doré qu'elle utilisait autrefois pour les annonces de presse. Son écriture était plus petite maintenant, sans hâte. Elle écrivait que l'entreprise s'était réorganisée sous un nouveau leadership, qu'elle explorait un travail philanthropique et qu'elle espérait, un jour, que nous puissions nous reconnecter sans le poids des erreurs passées. Elle a conclu avec « Je te souhaite la paix ». J'ai plié la lettre et l'ai placée à côté du tiroir où reposait le bracelet. Je n'ai pas répondu. À cet instant, j'ai reconnu que la clôture peut venir sans clôture. L'acceptation sans réconciliation, je me suis levé et marché jusqu'au tiroir et l'ai refermé. Le studio était calme mais plein. Chaque recoin reflétant l'homme que j'étais devenu. J'ai versé une autre tasse de café, me suis installé dans mon fauteuil préféré et ai ouvert mon ordinateur portable. À l'écran, un brouillon d'email à Naomi attendait. J'ai tapé une ligne d'objet. Opportunité de collaboration. En dessous, j'ai commencé à décrire des idées pour un fonds commun soutenant les entreprises sociales. Mes doigts se déplaçaient avec intention, guidés par l'expérience et tempérés par l'humilité. Et ainsi, j'ai continué. Plus le soutien silencieux dans l'ombre, mais un architecte visible du changement positif. Le monde m'avait oublié une fois, mais en me redécouvrant,
J'ai réalisé que je n'avais jamais eu besoin de leurs applaudissements pour prouver ma valeur. Ma conviction, mon intégrité et ma détermination discrète étaient des applaudissements suffisants ce soir, alors que les réverbères s'allumaient et que la ville s'installait dans l'obscurité. Je me sentais véritablement chez moi dans ma propre peau et prêt pour ce qui viendrait ensuite.